Cette équipe du MIWA a su réunir des esprits parmi les plus brillants à cette fin. Nous comptons sur votre diligence, éminents experts, car l'exercice auquel l'association Made in West Africa, MIWA, vous soumet constitue une modeste contribution sur les thèmes aussi variés et riches que la place des effets made in dans l'économie immédiate et la planification de la transformation structurelle par l'approche économie immédiate. Permettez-nous, en notre qualité de président du MIWA, de mettre à profit cette intervention pour axer nos propos sur la nature et l'essence de notre association. Le MIWA, Made in West Africa, est une association apolitique à but non lucratif de la loi de 1901 qui a pour but de promouvoir la consommation des services, compétences et produits locaux dans la sous-région. Donc, elle a vu le jour à la suite d'une assemblée constitutive qui s'est tenue le 11 octobre dans les locaux de l'IFAN, l'Institut africain d'Afrique noire, avec la présence de 14 membres fondateurs. Donc, le 13 avril 2015, l'association a reçu son récépissé de dépôt. Elle avait son siège à Ouest Foire, dans la région de Dakar. Donc, la vision du MIWA, c'est à l'horizon 2040 de rendre l'Africain fier de consommer les produits du continent pour l'essentiel des biens et services de substitution aux importations. Donc, quelles sont les préoccupations du MIWA? Nous savons tous que le Sénégal a déroulé depuis des décennies des programmes aussi ambitieux les uns par rapport aux autres pour le développement de son économie. Toutefois, l'inscription de cette ambition dans le champ des possibles est rendue aléatoire par le fait qu'il contraste avec la faible vitalité de notre marché intérieur, malgré d'énormes potentialités sur lesquelles il pourrait se fortifier d'une part, et l'extraversion de nos comportements de consommation d'autre part. En effet, la balance commerciale du Sénégal est largement déficitaire. Les importations doublent quasiment les exportations, avec des valeurs respectives de 5 378 milliards de francs CFA et de 4 000 en 2022 et de 4 494 en 2020. Soit une hausse durant cette courte période de 20%. Avec la crise économique mondiale, certains produits importés ont doublé en valeur. La demande intérieure s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA, dont plus du tiers s'adresse au marché étranger, ce qui constitue un manque à gagner considérable. Le tableau est encore plus sombre si on considère le degré de dépendance de notre économie dans les secteurs à forte valeur ajoutée, que sont le tertiaire moteur et le secondaire. L'essentiel des exportations porte sur des produits tels que les poissons frais de mer, les produits pétroliers, l'or non monétaire, le ciment hydraulique et l'acide phosphorique. Alors que les importations, elles, portent sur une incommensurable plateforme qui va des produits pétroliers aux matières plastiques artificielles, en passant par l'essentiel, excusez-moi, des produits manufacturés de pointe ainsi que des produits alimentaires. Par ailleurs, le contexte économique international est marqué par la frilosité des économies du Nord, une frilosité qui, combinée à l'essor des pays émergents, favorisés par la mondialisation, incite de plus en plus à un repli commercial des pays avancés. Il va sans dire qu'une telle dynamique n'augure pas des lendemains meilleurs pour les pays aussi endettés que ceux de la sous-région. Il ressort de ce sombre tableau
la nécessité de réformer en profondeur les politiques publiques et de changer les comportements de consommation des populations qui, présentement, ne militent que faiblement en faveur d'une vitalisation des prestataires et producteurs locaux. L'économie sénégalaise demeure en effet fragile et des doutes, somme toute légitimes, se font jour quant à sa capacité à rendre dans son état actuel les conditions de vie des populations meilleures dans le moyen et le long terme. Les réflexions et les actions de l'association Made in West Africa s'inscrivent dans la recherche des voies et moyens qui permettront de changer la donne dans un cadre sous-régional économiquement plus viable. Refusant le fatalisme, se disant sceptique quant à la capacité de la politique systématique de la main tendue, dont prêt, apport humanitaire, aide alimentaire, etc., à tirer nos économies de l'ornière, ces membres, les membres du MUA, conjuguent leurs efforts pour produire une expertise sur le Made in West Africa, à même d'inspirer les politiques publiques et de nourrir des démarches favorisant le changement de comportement des populations. Pour une meilleure considération des produits, services et savoirs locaux. Les membres de l'association pensent également que même si le Made in West Africa est loin d'être une panacée susceptible de résoudre tous les maux auxquels leurs pays sont confrontés, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une voie qui comporte des réponses appropriées à divers problèmes endémiques tels que la pauvreté, le chômage endémique, l'exode rural, l'immigration clandestine, la préservation de l'environnement, les questions de santé publique, la malnutrition, le diabète, les AVC, etc. Plusieurs axes de réflexion sont développés dans le cadre du MUA et nous intéressent dans le cadre des réflexions qui sont menées. À savoir, par exemple, les réflexions autour de problématiques essentielles du MUA dans le cadre de la recherche documentaire. Sont traitées ici les contributions qui concernent l'existant bibliographique sur le Made in Africa, donc d'identifier et d'entreprendre des discussions critiques sur les thèmes, les thèses, les mémoires, ouvrages et autres qui parlent de Made in West Africa afin d'en informer les populations, les majorités pour le besoin de leur permettre de mieux comprendre les problématiques du consommé local. Nous avons aussi, nous travaillons aussi dans le cadre du MUA à définir, tenter une définition, une clarification notionnelle des termes de Made in West Africa, qui, n'est-ce pas, sont développés dans les champs paradigmatiques des effets Made in, qui peuvent être grossissants ou réducteurs. L'association réfléchit aussi sur les thèmes liés à la question alimentaire dans la zone étudiée, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Donc ces réflexions concernent la situation alimentaire, notamment celle qui a pour objet de discuter des facteurs socio-culturels, socio-économiques et sociopolitiques qui impactent sur les habitudes alimentaires de la nouvelle politique de l'État dans le domaine de l'autosuffisance en riz, de l'état des lieux des cultures vivrières, des questions nutritionnelles, de la question de l'alimentation bio, etc. Les réflexions portent aussi sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons une population évaluée à 18 millions d'habitants, répartis dans 197 000 km², qui s'active essentiellement dans le secteur agricole. Donc, elle fait face à une dégradation de l'écosystème qui est due, entre autres facteurs, à la pauvre diversification de l'agriculture, à l'érosion des sols, etc. Donc, des études réalisées dans le cadre de ce champ discursif
tente de proposer des méthodes qui permettront de concilier une préservation de l'écosystème à une agriculture rentable, diversifiée et suffisamment compétitive pour limiter l'importation des produits alimentaires pour satisfaire un modèle occidental d'alimentation. Les réflexions portent aussi du MUA sur les questions de santé publique et les questions qui sont liées, n'est-ce pas, au Made in West Africa. Le commerce équitable aussi intéresse le MUA dans les problématiques qui sont étudiées, de même que, n'est-ce pas, le tertiaire au service d'un développement. Puisque, comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui est bien doté dans le domaine tertiaire, avec le capital humain, etc., mais qui malheureusement n'est pas assez exploité dans le sens d'optimiser les retombées économiques au niveau national. Le MUA aussi, au-delà des problématiques qui sont étudiées, s'intéresse à des services à la communauté. Ce sont des actions qui sont menées pour aider les populations à mieux comprendre les problématiques, mais aussi à prendre des dispositions, mettre sur pied des projets qui les aident à apporter des réponses aux problèmes qui leur sont posés. Et nous avons, au-delà, fait des publications dans le cadre du MUA. Nous avons publié un ouvrage intitulé « Du consommateur au consommateur, le pari de la consommation citoyenne », comme l'a soulevé tout à l'heure M. Guenne. Nous avons publié aussi une brochure, la brochure territoriale de Yen, qui relève de marketing territorial pour aider la collectivité territoriale à avoir un outil d'action qui lui permette d'aller chercher des partenaires dans le cadre des PPP, les partenariats publics-privés. Le MUA aussi compte des partenaires comme le Convivium Slow Food, GIPSVAR, l'IAM, l'Institut Africain de Management, la Fondation Rosa Luxembourg, qui a eu à accompagner l'association. Pour terminer, nous remercions chaleureusement nos chers conférenciers, Dr Alioune Dione, pour n'est-ce pas, les idées prolixes qu'il développe, mais aussi sa capacité d'innovation, puisque comme vous le savez, l'économie immédiate est un concept qu'il a formulé, qu'il a proposé, qu'il défend, et qui nous semble être un élément de MUA, puisque c'est un Sénégalais que nous respectons dans le milieu intellectuel, qui respecte ses idées, qui fait respecter ses idées, qui développe des arguments, n'est-ce pas, scientifiques dans le monde scientifique, et qui adhère, ses collègues, dans un contexte où la discussion, la critique, n'est-ce pas, les critiques sont les bienvenues pour aider, n'est-ce pas, à consolider ce paradigme de l'économie immédiate. Aussi, nous remercions notre cher ami, collègue, avec qui nous partageons souvent des jurys, présidium et autres, Dr Khadim Bamba Diagne, n'est-ce pas, qui aussi va intervenir sur cette problématique du MUA, en essayant un peu de nous expliquer les liens qui peuvent exister entre, n'est-ce pas, les effets made in grossissant et d'une part et d'autre part l'économie immédiate, et aussi les problématiques qu'il a eu à développer dans le cadre de son ouvrage. L'ouvrage qui constitue le prétexte de la conférence a beaucoup tiré des travaux de recherche de ces deux éminents chercheurs. Vous allez voir que le marketing territorial et les études que le docteur Khadim Bamba a menées sur le plan économique nous ont permis de conceptualiser la mise en œuvre de cette approche. Raison pour laquelle je les remercie particulièrement, et comme vous le savez, Khadim Bamba en est le préfacier et la personne qui m'a surtout
encouragé à finaliser ce travail qui était juste un petit papier de recherche au début. Alors, quand je lui ai soumis, il m'a encouragé, il l'a relu, et c'est ce qui m'a amené à produire cet ouvrage qui, en réalité, va être une trilogie par un autre qui sera la réalisation d'une économie de suffisance et les économies immédiates et l'équilibre international. Donc, c'est une trilogie dont la première parution est la planification de la transformation structurelle. Alors, le lien par rapport au concept de Made in West Africa ou le concept de Made in de manière générale, c'est qu'en réalité, l'approche de l'économie immédiate est ce que MIWA faisait bien avant que nous nous focalisons sur la conceptualisation d'une économie endogène. Parce que MIWA est une organisation, comme il l'a dit, qui vise à contribuer au développement socio-économique de manière pluridisciplinaire, parce que vous avez entendu qu'il a bien développé le lien qui existe entre le système d'alimentation, de consommation et la santé. De ce point de vue, il y a beaucoup d'interactions entre tous les aspects qui relèvent de l'anthropologie, qui relèvent de la vie humaine de manière générale et qui font que nous devons aller vers une meilleure articulation de ces différentes dimensions pour avoir une économie plus ou moins équilibrée. Et c'est de ce point de vue que nous avons pensé que l'approche de l'économie immédiate est en réalité ce qui doit être, à notre humble avis, l'activité principale de nos dirigeants au plan socio-économique, mais également au plan de la mise en œuvre des politiques publiques de manière générale. Et c'est à ce niveau que nous devons savoir que l'économie immédiate est d'abord un benchmark. Pourquoi c'est un benchmark? Parce qu'on a été inspiré par un modèle. Et ce modèle qui nous a inspiré, en réalité, nous a fait savoir que nous avions des aspects qu'on n'a pas en fait véritablement valorisés dans le sens de pouvoir obtenir une économie assez résiliente, une économie assez soutenue, une économie qui vise une inclusivité dans l'offre de création de biens et services. C'est de ce point de vue que nous avons énormément de richesses dans nos territoires, de manière générale, dans nos terroirs. Et c'est à ce niveau qu'il faudrait savoir que l'approche de Made in est d'abord une approche de territorialisation. Quand on dit Made in, ça renvoie à un territoire. Et c'est à ce niveau que l'économie immédiate, qui se veut une économie qui part de la première dimension que constituent les ressources naturelles ou bien les ressources de manière générale, parce qu'il y a les ressources humaines, mais également il y a les ressources naturelles. Et si on doit partir des ressources, sachant que l'économie c'est la valorisation ou c'est l'optimisation des différentes ressources, de ce point de vue, le Made in est en réalité ce que doit être véritablement une économie qui se veut soutenue. Et ce Made in, c'est que ça nous permet, c'est le Made in qui nous permet, qui nous sert de baromètre par rapport à notre système de consommation. Si nous constatons que l'essentiel de ce que nous consommons, en appréciant la qualité, en appréciant la valeur, on se rend compte que pour l'essentiel, le Made in est assez extraverti, le Made in ne ressort pas de notre territoire. Cela nous permet de bien évaluer en fait notre part dans ces créations de richesse. Est-ce que nous sommes de simples consommateurs ou bien sommes-nous de véritables producteurs qui contribuent à l'économie mondiale de manière générale? Parce que dans tous les cas,
nous aurons à travers ce Made in des produits pour l'autoconsommation, mais également des produits qui seront mis dans le marché à travers les interactions dans les espaces de commercialisation. Donc, de ce point de vue, l'économie immédiate se veut une économie qui part d'abord de la notion de territoire ou terroir. Pourquoi je dis terroir? Parce que tout simplement, l'origine de terroir est, disons, agro-sylvo-pastorale. Et c'est de ce point de vue que nous avons remarqué que pour l'essentiel des segments de consommation, nous utilisons souvent dans l'approche de l'économie immédiate les grands segments de consommation. Autrement dit, dans l'économie, l'essentiel des produits que nous commercialisons et que nous consommons relève de ce secteur primaire. Et par conséquent, l'ensemble des produits qui sont dans les territoires sont des produits de terroir. C'est cet esprit, disons, d'économie géographique, cet esprit d'espace nous renvoie à la notion de terroir. Maintenant, le territoire, évidemment, c'est le concept qui englobe l'ensemble des espaces géographiques, mais du point de vue de l'approche, quand on dit terroir, c'est le niveau le plus, disons, immédiat, le niveau qui n'est pas en réalité au plan institutionnel ce que nous pensons comme étant le territoire. Parce que vous savez aussi bien que moi que le territoire institutionnel que nous avons est différent, voilà, du territoire de l'agriculteur ou bien du territoire voilà, du pêcheur. Et par conséquent, cette approche qui vise à avoir qui vise à réaliser une économie, une création de richesse à partir des besoins, à partir des facteurs de production qui sont les plus immédiats, c'est ça qui nous amène à aller vers cette approche d'économie immédiate. Cette immédiateté, donc, renvoie à l'espace d'évolution de ces populations. Et cet espace d'évolution de ces populations peut être en réalité un espace assez valorisé ou faiblement valorisé. C'est de ce point de vue que nous avons pensé que le Made in doit aller vers la systématisation de ces potentialités qui se trouvent dans les différents terroirs, et à partir de là, on va avoir une économie qui est très soutenue parce que structurellement bâtie sur les potentialités immédiates. Donc, cette accessibilité, cette immédiateté, l'économie immédiate, c'est également cette économie accessible qui se fonde, qui se base sur les ressources, comme je l'ai dit, aussi bien naturelles que les ressources humaines. Et cette immédiateté invite alors à mettre en place un système qui va nécessairement valoriser le consommé local, qui va nécessairement valoriser les produits de l'environnement. Parce que le focus, c'est les produits de l'environnement, et c'est à partir de là qu'on pourra avoir le maximum de valeur ajoutée, parce que vous convenez avec moi que si vous avez des produits qui n'émanent pas de votre territoire, vous ne pourrez pas avoir une chaîne de valeur assez importante. Donc la valorisation est réalisée à partir du niveau brut du produit. Plus le produit est brut, plus vous avez la possibilité de créer de la valeur ajoutée. Donc, c'est cet esprit-là qui nous a amené à voir dans l'approche de Made in 4 réalisations nécessaires à travers d'abord les politiques publiques. Autrement dit, les politiques publiques doivent aller, quand je dis politique publique, c'est aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré et au niveau décentralisé. Parce que nous devons aller vers une économie qui est immédiate, qui est accessible, qui est la plus rapprochée des populations. Et de ce point de vue, nous devons avoir, dans un premier temps, une réorganisation du système de production à travers l'identification de l'ensemble des ressources de nos différents terroirs. Ça, c'est le premier aspect.
Et de ce point de vue, le système économique, comme nous le prenons dans l'ouvrage, va être un système qui va vers des boutiques sources. Autrement dit, il faut organiser ces boutiques sources. Autrement dit, les produits qui sont, disons, réalisés à travers les différentes activités économiques doivent être mieux organisés en termes de boutiques sources. Autrement dit, qu'on puisse les identifier, qu'on puisse les maîtriser. Ça, c'est le premier aspect pour aller vers le Made in. Le second aspect, c'est qu'il faudrait aller vers une mise en réseau de ces boutiques. Et la mise en réseau de ces boutiques va inviter à mettre en place des systèmes de production. Et puisque dans l'approche de l'économie immédiate, il n'est pas question d'exporter des produits bruts, parce qu'il faudrait valoriser les produits de l'environnement, comme je l'ai dit à l'entame, il faudrait nécessairement mettre en place des systèmes qui encouragent la création de richesses. Donc, mettre en place des boutiques de production, ça c'est l'État, c'est les autorités décentralisées qui ont en fait cette mission de pousser les jeunes qui sont pour l'essentiel dans une situation extrêmement difficile en termes de recherche d'emploi, à pouvoir créer, à pouvoir produire à partir de ces potentialités de l'environnement. Donc, à partir de ces boutiques sources, on va s'orienter vers la valorisation par des boutiques, disons, de production. Alors, et ces boutiques de production vont être spécifiées. On va faire une spécification en fonction des différentes ressources. Et là, ça permet de pouvoir obtenir davantage de valeur comparative par rapport à la disponibilité et par rapport aux différents facteurs qui vont entrer dans la valorisation de ces produits. Et à partir de cette deuxième dimension du Made in, nous devons aller vers des boutiques technologiques. Et là, j'ai vu le docteur Khadim Bamba le dire un jour en disant qu'il faudrait que l'État accepte quand même de faire des sacrifices et que même du point de vue, peut-être là, ce n'est pas la rationalité économique, mais il faudrait une certaine psycho-affectivité pour aller vers la préférence de certains produits qui ressortent de notre environnement pour faciliter l'émergence de producteurs locaux. Et à partir de ces boutiques technologiques, nous pourrons maintenant réaliser des transferts de technologie. Je donne un exemple très simple. Dans la valorisation des produits de l'environnement, nous avons vu qu'il y a en réalité beaucoup de femmes, notamment les femmes qui sont dans la transformation. Elles font beaucoup d'efforts, mais du point de vue de l'accompagnement technique, du point de vue de la compétence technologique, elles ont beaucoup de difficultés pour obtenir les freins qui vont leur permettre de pouvoir vendre dans les grandes surfaces. Et vous savez aussi bien que moi que la possibilité de pouvoir écouler rapidement ces produits dans les grandes surfaces vont augmenter leur chiffre d'affaires. Et de ce point de vue, ça devrait être une opportunité pour aussi bien les producteurs que l'État. Et l'autre aspect maintenant, c'est la mise en place d'un réseau de commercialisation et de distribution. On peut, à travers les produits, avoir, à l'exemple de ce qu'on avait avec la Sonadis, des boutiques témoins qui vont permettre de pouvoir écouler ces produits made in. Et vous verrez que si on parvient à avoir cette articulation, nous aurons la possibilité d'amoindrir l'effet des importations qui font que souvent sur le plan de la qualité, mais également sur le plan de la santé des aliments, il y a beaucoup de problèmes parce que le contrôle n'est pas assez rigoureux, mais également nous sommes dans une situation où il faudrait voir que il y a extrêmement de difficultés par rapport au système de consommation que nous avons. Donc le Made in nous permet de valoriser nos produits, les produits issus de notre environnement, mais également nous permet de créer de la richesse et également de créer des emplois. Donc, l'approche de l'économie immédiate, c'est une approche
qui se focalise sur le territoire, et par conséquent, le territoire, c'est l'élément qui nous permet de voir la provenance de ce produit, et la provenance de ce produit est un indicateur de la viabilité économique d'un territoire donné. Donc la relation, à mon avis, c'est un baromètre qui va nous permettre de voir l'état, disons, de vitalité de nos interactions dans le domaine de la création de richesses, mais dans le domaine aussi de la consommation. Combien de richesses sommes-nous capables de créer pour nos besoins en consommation? Combien de richesses pouvons-nous créer pour pouvoir contribuer aux échanges internationaux? Et c'est ça, et ça seul le Made in permet de pouvoir le démontrer. Et de ce point de vue, c'est à ce niveau que nous devons aller voir maintenant, à travers nos différentes politiques, quelle est la place de notre contribution en termes de Made in. Et c'est un indicateur, à mon avis, qui me semble extrêmement important. C'est pourquoi, à travers cela, nous avons puisé dans ce que le professeur Diallo a développé sur le marketing territorial, avec son branding territorial, pour voir maintenant le niveau de contribution qui va nous permettre de voir ces différents Made in dans les différents territoires et à travers l'approche que nous avons préconisée dans l'ouvrage également pour mettre en place un indicateur de souveraineté économique immédiate. Donc le Made in nous permet d'aller vers cette économie endogène, vers cette économie de souveraineté. Voilà, chers amis, ce que j'avais à proposer par rapport à ce thème, en vous remerciant de votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Le problème que nous avons au Sénégal, c'est que nous avons subi la colonisation à tel point que nous versons nos regards que du côté de l'Occident. Et je vois qu'à l'Orient aussi, surtout à l'Extrême-Orient, il y a une façon de voir les choses, une façon de faire une économie qui me semble être extrêmement importante et qui s'approche plus de l'économie africaine que l'économie occidentale. Parce que l'économie occidentale est vraiment différente. Et je pense que donc travailler et acclimater l'économie immédiate pour le continent, pour le Sénégal, me semble être extrêmement importante. Maintenant, il y a un travail à faire pour que cette vision soit beaucoup plus acceptée par les autorités. Parce que nous avons une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Et si nous voulons régler le problème, et je travaille souvent sur les données, et quand j'ai vu le gap à combler au Sénégal, quand en termes de riz, on a besoin de 1 300 000 tonnes de riz pour combler le gap, de blé, on a besoin de 700 000 tonnes, maïs 380 000 tonnes, huile végétale 211 000 tonnes, poisson même. Maintenant, le poisson, on l'importe. On importe 291 000 tonnes de poisson. Les œufs, le gap, il nous reste 46 183 000 œufs pour combler le gap. Les produits carnés, 18 000 tonnes, les produits laitiers, 26 000 tonnes. En tout et pour tout, ça nous fait un déficit commercial de 5 000 milliards. Parce qu'un déficit commercial de 383 milliards et un déficit de la balance de 5 000 milliards. Parce qu'on est au niveau d'importation de 10 700 milliards et au niveau d'exportation de 5 300 milliards. Mais au niveau des produits alimentaires, le déficit est de plus de 390 milliards. Ça veut dire que, de deux choses l'une, ou qu'on commence à réfléchir sur cette transformation structurelle qu'on peut atteindre avec l'économie immédiate. Cette transformation structurelle, ce n'est rien d'autre que mettre en place une chaîne de valeur intelligente. Quelque part, raisonner avec la théorie du circuit court pour pouvoir, dans chaque zone, parce que d'habitude dans l'histoire économique même, quand vous visitez les first hand, les premières mains d'Adam Smith, de David Ricardo,
tu vois que même le commerce international, c'est quand les pays développés ont commencé à avoir un excès de production. Mais l'idée, ce n'était pas de commercer, l'idée, ce n'est pas de vendre. L'idée, c'est de produire pour sa propre consommation. Donc, le fait de vendre l'excès, c'est juste quand les gens ont constaté que, par mesure de sécurité, avec les guerres, avec les inondations, ils ont commencé à stocker certains produits. Et après, quand le stock, maintenant, l'année qui suit, tu as encore un nouveau stock, il faut écouler ce stock-là. Et c'est là qu'on a commencé à exporter. Et donc, malheureusement, chez nous, quand Vietnam avait un excès de production de riz, les Français nous ont imposé le riz. Et jusqu'à présent, maintenant, le riz est devenu notre aliment de base. Parce qu'il y avait trop de riz au Vietnam. Les Français colonisaient ces deux pays-là. Ils ont décidé que cet excès soit vendu en Afrique. Et c'est la relation que nous avons avec le riz. C'est pour cela que nos grands-parents ne connaissaient pas le riz. Maintenant, nous sommes dépendants du riz. Nous dépendons du riz et une dépendance que personne ne peut expliquer. Et moi, je suis toujours en désaccord sur ceux qui pensent qu'on doit se battre pour avoir une autosuffisance en riz. Moi, je pense plus que nous devons aller un peu plus on doit être un peu plus courageux. Essayer de voir comment développer une éducation alimentaire. Pousser les gens à manger autre que le riz. Parce que je pense que le premier médicament de la personne, c'est son alimentation. Et vous allez dans les pays qui exportent le riz, c'est le stock qu'ils exportent, ce n'est pas le riz neuf. Et même le riz neuf que nous produisons au Sénégal, nos femmes disent que oui, il y a un problème parce que oui, le teneur en eau est extrêmement important. Si tu le cuisines, ça crée tellement de problèmes. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de préparer un riz qui a 2 ans ou 3 ans après sa production, que quand le riz est neuf, elles ont du mal à s'adapter. Parce que le riz neuf, ça se digère facilement parce que le contenu en eau est extrêmement important. Maintenant, les autres, quelque part, stockent ce riz-là parce que je faisais un travail avec des Saoudiens qui analysaient le niveau de diabète au pays lié au riz qui venait du Pakistan. Et c'est là, je faisais partie de ceux qui devaient évaluer ce travail-là, c'est là où j'ai vu que le riz importé, donc, avait au minimum, c'est-à-dire que de Pakistan en Arabie Saoudite, 3 ans d'existence. Ça veut dire que donc, si c'est pour les pays africains, les gens ça peut dépasser les 5 ans. Et on est obligé même parfois de mettre du parfum pour pouvoir, quelque part, gérer la qualité. Parce qu'il faut qu'on mette des produits afin que le riz puisse durer encore plus longtemps. Je pense que tous ces problèmes-là, donc le problème de déficit de la balance commerciale, le problème médical, toutes ces questions-là, on peut les régler avec cette stratégie d'économie immédiate, mais qui ne va pas se baser simplement sur la recherche de l'autosuffisance en riz, mais qui se base sur une éducation alimentaire, qu'on puisse consommer d'autres produits, parce que le céréal, par exemple, les productions que nous avons me semblent être extrêmement importantes. Maintenant, si les gens se focalisent seulement sur le riz, on laisse les autres céréales, alors que les autres céréales pouvaient nous permettre de régler ce problème d'autosuffisance-là. Le Sénégal est un des rares pays en Afrique où on ne mange que du riz. J'ai fait une semaine à Douala. Tous les jours, c'est un nouveau plat. Là, j'avais du mal à comprendre. Tous les jours, c'est un nouveau plat à base d'un céréal. Après, quand les collègues sont venus au Sénégal, tous les jours, on mangeait du thiep. Et après, le jeudi, je me rappelle, un jeudi, je lui ai dit que, bon, comme vous n'aimez plus le thiep, bon, je vais demander de changer son menu, de vous proposer quelque chose qui n'est pas du thiep. Oui, la dame m'a dit d'accord, ok. Et la dame a proposé du mafé. Mais eux, ils ne voient pas le nyehou mafé, quoi. Ils voient que c'est du thiep, quoi. Je dis que non, chez nous, ce n'est pas du thiep, c'est du mafé. C'est du mafé. Pour vous dire que même si on dit que ce n'est pas du thiep, on fait du thiep. Pour vous dire comment la culture sénégalaise, la relation entre le thiep et le Sénégal. Et le thiep et le Sénégal, ce n'est pas longtemps, hein. C'est fin des années 40, début des années 50. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça. Il faut aussi qu'on fasse une pierre deux coups. C'est-à-dire, l'idée, c'est dans la transformation structurelle de l'économie que nous voulons, on ne peut pas transformer l'économie parce que le mot structurel veut dire dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que
On peut faire une transformation conjoncturelle, on peut faire une transformation structurelle. Maintenant, cette transformation structurelle, la transformation qu'on doit faire de l'économie dans le temps, l'idée c'est avant tout de régler un problème, les inégalités, la pauvreté dans nos pays. Parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Au Sénégal, presque 75% des populations ont moins de 100 000 francs par mois, 75%. Donc il n'y a que 25% qui gagnent plus de 100 000 francs par mois. C'est-à-dire que la population est très vulnérable. Et beaucoup de jobs que nous avons au Sénégal, ce sont des jobs vulnérables. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent tous les jours, et je le dis souvent, ceux qui travaillent plus, c'est ceux qui gagnent moins. Okay? On travaille plus, il y a des gens qui travaillent de 8h à 20h avec des salaires de misère. Maintenant, comment faire? Parce que la réflexion c'est comment faire pour que celui qui gagne 75 000 francs par mois puisse assurer ses 3 repas quotidiens. Pour moi, c'est la question de recherche qu'on doit régler. Une fois qu'on arrive à régler cette question de recherche-là, comment faire pour que celui qui gagne 75 000 francs puisse prendre son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner? Et là, on ne peut le faire qu'avec une production importante de denrées de consommation alimentaire. Et là, pour moi, l'économie immédiate peut régler le problème parce que ça permet de réfléchir sur les circuits courts. Parce que ce qui rend les produits alimentaires chers, c'est parce qu'on utilise des circuits longs. Regarde par exemple le riz. Le riz à la porte du champ, au niveau de la vallée, au niveau du nord, à la porte du champ, le riz ne coûte absolument rien du tout. Mais son transport de la vallée à Dakar, c'est ce qui explose le prix. Alors, et les commerçants te disent que quand ils achètent le riz au Vietnam, Pakistan, dans les pays asiatiques, ils peuvent acheter 15 000, 20 000 tonnes sur un bateau, un seul coup, et on achemine le riz à Dakar. Mais si c'est du riz qu'on doit acheter à la vallée, c'est des camions de 20 tonnes. Maintenant, combien de camions tu vas louer pour transporter tes 10 000 tonnes de Saint-Louis à Dakar? Donc le coût va être excessivement cher. Et quand le coût est cher, l'économie n'est pas productive. Et c'est ça le rôle de l'État. Ce qu'on attendait, par exemple, c'est que l'État puisse développer une infrastructure économique. Parce que nous avons des infrastructures. Aujourd'hui, le ministère de l'Infrastructure, cette année, a un budget de 550 milliards. Mais le problème, c'est qu'on fait des infrastructures parfois qui n'ont rien à voir avec les logiques économiques. Maintenant, une économie immédiate avec une stratégie, un investissement public qui accompagne cette production à l'intérieur du Sénégal, l'idée c'était de mettre en place une voie ferrée qui ceinture le Sénégal. Parce que quand vous mettez une voie ferrée qui ceinture le Sénégal, le plus important c'est que quelle que soit la production, le coût d'acheminement va être très faible. Et quand le coût d'acheminement est très faible, donc là, le producteur sait que quelle que soit sa production, à 2 temps 3 mouvements, le produit peut aller à Dakar. Et je le dis souvent que bon, les gens ne font pas attention. Tambacounda est plus pauvre que Ziguinchor. Et pourtant, dans les années 80, Ziguinchor demandait son indépendance et non Tambacounda. Parce que simplement, il y a le train qui passait à Tamba. Et donc, les Tambacoundois sentaient qu'ils échangeaient continuellement avec le Sénégal, alors que Ziguinchor, ce n'était pas le cas. Quand on a mis le bateau et le truc, on a commencé à voir que le mécontentement même diminue. Maintenant, mais comment faire pour, dans la transformation structurelle, c'est-à-dire ce qu'on produit au niveau du primaire, que ça soit transformé, distribué, commercialisé à moindre coût au niveau de l'espace. Parce que les paysans le font, mais jusqu'à présent, l'approche que nous avons, c'est d'habitude, toute la grande production dans le monde se fait avec la saison des pluies. Mais il y a une intelligence que nous devons faire sur les biens que nous devons produire. Mais là, deuxièmement, la transformation de ces biens-là. La troisième chose, c'est le fait que dans l'escalier, si on met en place cette économie escalier de la transformation à la distribution, à la commercialisation, à l'exportation, c'est-à-dire ce Made in Sénégal qu'on veut vendre partout, mais il faut que cette intelligence-là soit réalisée. Et donc, l'économie immédiate va régler le problème des plus vulnérables d'entre nous. L'idée, c'est d'essayer de produire, et plus dans chaque zone, parce qu'au Sénégal,
l'erreur qu'on est en train de faire, on est en train d'industrialiser avec le concept agro-business, industrialiser la chose, en oubliant que ce sont les familles les plus vulnérables qui détiennent les terres. Maintenant, si on arrache les terres de ces familles-là, ça veut dire que oui, on peut atteindre un certain nombre d'objectifs, mais on ne réduit pas la pauvreté, on ne réduit pas les inégalités. C'est-à-dire comment accompagner les familles pauvres, vulnérables, qui gèrent leurs terres et qui n'ont pas de moyens d'augmenter, de faire des productions énormes. Comment réfléchir avec des modèles plus ou moins innovants pour que la production ne se limite pas simplement sur la consommation de la famille, mais que la zone commence à utiliser cette production familiale, mais que cette production familiale soit améliorée de telle sorte que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, l'activité économique ou l'activité agricole ne s'arrête pas. Et là, on réfléchissait sur comment faire pour mettre en place des hommes d'affaires qui travaillent avec les entrepreneurs agricoles. Parce que le problème de l'entrepreneur agricole au Sénégal, c'est je produis, mais après qui l'achète? L'exemple le plus éloquent, c'est l'oignon. Aujourd'hui, on a une autosuffisance en termes de production d'oignons. Mais on est obligé d'importer parce que tout le monde produit en même temps et après une grande partie de l'oignon pourrisse et on perd presque plus de 30 à 40% de la production d'oignons. Or, l'idée c'est quoi? Parce que celui qui produit, il n'a pas les moyens de l'acheminer à Dakar. Et je pense que l'État, son rôle, c'est de voir maintenant comment faire pour que l'activité de production soit différente de l'activité de commercialisation et d'acheminement du produit. Et j'avais réfléchi avec le président de Sedima, Babacar Ngom, pour lui proposer un modèle qui pouvait régler son problème et le problème de tous les jeunes producteurs. Est-ce que maintenant, à son standing, est-ce qu'il a besoin de produire des poulets de chair et de les vendre? Je ne pense pas. Je pense que ça devait être beaucoup plus intéressant qu'il vienne à Pikine, mettre en place une boutique pour pouvoir acheter tous les jeunes qui font 10, 15 poulets par semaine ou bien par mois, dans toutes les zones, mettre en place des boutiques, permettre à ces jeunes-là de produire et de savoir qu'ils peuvent vendre leur production ici tous les jours et que lui, en tant que grand producteur, de pouvoir ramasser cette production de jeunes-là, de mettre sa marque et de vendre. Ça peut permettre de créer une chaîne de valeur. Lui, en tant que grand producteur, mais au lieu de prendre la production, les œufs, la production, le poulet qu'on vend, après même, je pense que sa fille a ouvert là où on prépare maintenant le poulet. C'est-à-dire que dans toute la chaîne de valeur, il y a une seule personne. Ce danger-là, pour l'éviter, on peut aller dans la transformation, commencer à mettre en place des chaînes de valeur, mais dans chaque chaîne, qu'on mette en place le maximum de jeunes possible. Parce que l'idée, c'est, avec cette économie immédiate, la consommation, l'autosuffisance alimentaire soit réglée, mais une autosuffisance qui ne se base pas sur le riz. Et là, le grand problème que nous avons, c'est ça. Et aujourd'hui, l'État veut mettre des milliards pour avoir une autosuffisance. Et je ne sais pas qui dit à l'État qu'en 2030, notre éducation ou bien notre consommation ne change pas. Nos parents ne connaissaient pas hamburger, ne connaissaient pas shawarma, ne connaissaient pas pizza. Aujourd'hui, on est en train de, pour nous, la nuit, on doit manger ça. Ça veut dire qu'en 2030, il se peut que notre comportement alimentaire change. Et cette réflexion-là, pour moi, ça manque dans le débat. On doit commencer à réfléchir sur une éducation alimentaire. On consomme, la consommation locale, c'est venu en 1994, après la dévaluation où le riz était devenu trop cher. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont devenus rationnels. Les jeunes qui faisaient du thé, Léol 2e, 3e, maintenant le prix du sucre a augmenté par 2, ils commencent à faire Léol 2e. Ils s'adaptent rapidement. Et après, ceux qui ne mangeaient pas du théré, parce que je pense qu'il y avait un film qui s'appelait Un DG peut en cacher un autre, un film où Bouba était le directeur adjoint, Tafa le directeur qui était un villageois. Bouba le citadin, il disait à Tafa, moi je ne suis pas comme toi, moi je suis un citadin. Comme si le couscous était une marque de pauvreté. Mais quand la dévaluation a commencé à faire ses effets dans les... Tout le monde mange du théré, tout le monde mange du lard, tout le monde mange du fondé. Et on a commencé à créer même des sachets de fondé, ainsi de suite. Et les gens se sont adaptés. Parce qu'une étude a montré que le Sénégal fait partie des 3 pays les plus patriotes au monde. À part l'Inde et le Pakistan, c'est le Sénégal. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on produit, les gens peuvent s'adapter. Maintenant,
est-ce que nos instituts de recherche en termes d'alimentation réfléchissent sur ces questions-là, des propositions pour moi qui banalisent le coût de la production. Même les pauvres au Sénégal veulent manger du riz tous les jours. Mais après, est-ce qu'il y a une production d'alimentation de masse qui permet de prendre en place les plus vulnérables? Pour moi, c'est ça qui manque. Vous allez en Côte d'Ivoire, bon, je viens de la Côte d'Ivoire comme ça, même à 200 francs, tu peux manger un plat de tchéké sans problème. Le fait que les gens produisent ces aliments de base-là, pour moi, peut régler le problème. Maintenant, dans les espaces de production, que ce soit les personnes les plus vulnérables, les zones les plus vulnérables, le plus important, c'est qu'on les aide à développer une production qui règle le problème de la zone, mais aussi une production qui peut permettre de créer du travail avec une chaîne de valeur. Malheureusement, depuis 2014, avec le plan Sénégal émergent, on nous avait proposé une transformation structurelle. Et la transformation structurelle, c'est le fait que le produit alimentaire n'est pas importé d'une manière brute. Le produit n'est pas exporté d'une manière brute, c'est-à-dire que chaque produit que nous avons subit des transformations jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est le président qui cherche des tuyaux pour vendre l'arachide brut que nous avons aux Chinois, aux Turcs. C'est-à-dire que, alors qu'avec l'arachide, je dis n'importe quoi, mais quand vous voyez à Touba, à Kaolack, l'arachide, par exemple, il y a beaucoup de micro-entreprises qui font de l'huile ségale, ce qu'on appelle de l'huile ségale, de l'huile pure. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que oui, cette huile-là a une contenance importante en aflatoxine, ça peut donner le cancer. Bon, en bon nègre, nous le croyons, et pourtant, nous mangeons du gerte tchaf sans penser à ça, nous mangeons du ngalar sans penser à ça, nous mangeons du mafé sans penser à ça. Mais s'il s'agit de l'huile, oui, on dit qu'on l'accepte. Et je pense que l'idée, c'était de faire de la Sonacos, au lieu d'être une entreprise qui concurrence ces micro-entreprises qui font du diwlin ségal, c'est que la Sonacos collecte cette huile-là. Après, je ne sais pas comment elle va le faire pour que ça soit encore beaucoup plus accessible et permettre aux Sénégalais donc de créer des jeunes entrepreneurs autour de l'huile, de pouvoir utiliser ce tourtereau qui reste quelque part après, mais tellement de choses qu'on peut utiliser pour l'aliment de bétail, mais quelque part essayer de créer un écosystème autour de l'arachide pour pouvoir transformer tous les produits.